Une vidéo à l'ancienne, ça faisait longtemps, je sais que ça vous a manqué. Aujourd'hui, j'aimerais parler de complotisme. Et j'annonce tout de suite que si vous êtes complotiste ou qu'on vous traite comme complotiste, restez s'il vous plaît. Parce que dans cette vidéo, on va pas chercher à faire des debunks et on va essayer de pas être paternaliste. Et on va éviter de rentrer dans le jeu de bataille d'arguments et d'études et de prendre cette position surplombante, vous savez, où on se contente de pointer des figures rhétoriques. On va prendre tout ça, on va faire une petite boule comme ça, on va foutre ça à la poubelle parce que je pense que c'est pas très productif. C'est un peu trop unidimensionnel parce que le cadrage que cette façon de faire opère, je pense qu'elle passe à côté d'un point important, la fonction sociale du complotisme et plus largement des contre-récits. Qu'est-ce que le complotisme, sous quelle forme il existe et pourquoi? Bon, déjà il y a des problèmes de définition sur le terme parce que comme vous le savez sûrement, les mots sont des enjeux de lutte politique. La simple définition n'est pas neutre, elle dit quelque chose sur qui a la légitimité du discours, qui a le droit de dire le vrai. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement à Gaza relève-t-il du génocide? C'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens en temps voulu. Mais d'autres présidents chefs d'État l'ont déjà fait avant. Oui, mais moi je suis pas dans ce... Je pense que c'est pas ça le... Ah si? Non. Et pour illustrer cette vidéo, je vais prendre les publications des Vaxeuses, qui est un groupe de... un groupe d'information sur les vaccins et la médecine traditionnelle, même si j'aime pas trop le terme, et qui fait également beaucoup de satire sur le complotisme et les anti-vax. Mais avant, on va poser quelques bases. Comment on définit une théorie du complot ? Et là, on va prendre les travaux de Joseph Henschensky et Karen M. Douglas, la croyance qu'une organisation secrète mais influente est responsable d'un événement inexpliqué. Et donc là, on se rend compte déjà que c'est une définition formelle, pas normative. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas si c'est vrai ou faux, historiquement, les complots existent. La définition sert de structure à la recherche. Alors que dans l'usage, ça sert souvent d'épouvantail pour discréditer celui qui parle ou pour le catégoriser dans un groupe social. Le terme a alors une fonction discursive et non pas descriptive. C'est-à-dire qu'il ne décrit pas seulement une réalité, il organise le débat autour de cette réalité, il impose une lecture, il agit sur le débat avant que le débat commence. Tout comme anti-vax d'ailleurs, il n'y a pas de groupe homogène de l'antivaxisme. Il y a une multitude de positions, ça va de la défiance partielle envers certains vaccins, aux hydres mutantes dans des nanoparticules contrôlées par la 5G. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il existe différentes typologies du complotisme. Le complot événementiel, une explication alternative à un fait précis, par exemple l'incendie de Notre-Dame. Le complot systémique, l'idée d'un système organisé, on peut prendre, je sais pas, l'état profond, et le métacomplot qui opère une vision quasi totalisante du monde, c'est-à-dire qui explique son fonctionnement par un complot global organisé dont les instigateurs seraient souvent décrits comme ayant un pouvoir quasi illimité. Insérer qui les Illuminati, qui les reptiliens ou qui les juifs, parce que ces théories sont historiquement liées à l'antisémitisme. Les Juifs ont été persécutés dans le monde entier pour une bonne raison, Kyle. Vous êtes une bande de voleurs au nez crochu et vous voulez toujours... C'est sérieux ce qu'on fait ici, gros enfoiré? On peut donc voir qu'il y a un pattern, celui de la cohérence narrative. Le fait de vouloir donner du sens au monde qui nous entoure. De rendre lisibles et prédictibles des systèmes opaques complexes. Le complotisme est un mode de lecture du réel. Ce n'est pas un défaut de raisonnement individuel, il a une fonction. Il répond à un décalage entre la réalité vécue et la réalité décrite par les discours dominants. C'est une lutte politique pour se réapproprier le réel quand celui décrit par les institutions, les médias, l'économie, les politiques ne correspond plus à ce que l'on vit. Et donc je vais prendre cet exemple avec les vaxeuses qui reprend un post qui pose une question aux complotistes anti-vax, pourquoi se focaliser sur Pfizer dans leur discours alors que la majeure partie de la planète n'a pas été vaccinée par Pfizer? Donc c'est une question rhétorique parce que c'est censé pointer une erreur logique. Factuellement, Pfizer a une distribution relativement faible à l'échelle mondiale. Il y a aussi Moderna, Covaxin, Nuvaxovid, Coronavac, etc. et plein d'autres entreprises qui ont distribué des vaccins à la population lors de l'épidémie de Covid. Donc cette focalisation sur Pfizer n'a pas lieu d'être, elle est illogique, vous êtes un peu con, argument invalidé, j'ai gagné, t'as perdu, je vais aller faire des pâtes au Nutella. J'ai vu ça et en plus il faut mettre du râpé. Oh là là. Sauf que, quand on pense vaccin Covid, vaccin à ARN messager, les deux premiers qui nous viennent en tête c'est celui de Pfizer, éventuellement suivi de Moderna, et puis peut-être AstraZeneca, même si c'était pas un vaccin à ARN messager. En fait ici le débat ne porte tant pas sur Pfizer que sur ce qu'il représente. Pfizer symbolise l'empire pharmaceutique et ses dérives. Il symbolise une autorité à laquelle des gens ont dû se soumettre parce qu'on leur a imposé un vaccin pendant une période troublée où les discours sur l'épidémie, sur le virus et sur les vaccins étaient confus et changeants. Et dans un monde où il y a des scandales sanitaires, on peut penser à la crise du fentanyl, on peut penser à l'affaire du sang contaminé, des dizaines de cas de lobbying et de conflits d'intérêts, et où les entreprises qui font la recherche et ceux qui créent les pesticides sont parfois les mêmes. Ces contradictions, ces enjeux de pouvoir s'incarnent dans l'acteur le plus médiatiquement mis en avant, Pfizer. Ce qui caractérise les problèmes, les dirigeants et les ennemis et qui leur confère leur dimension politique, c'est précisément que la controverse entourant leur signification demeure irrésolue.
La question de savoir si la pauvreté trouve son origine dans les carences de ses victimes ou dans les dysfonctionnements des institutions sociales, si les actions d'un dirigeant sont bénéfiques ou nuisibles à la collectivité, si un groupe étranger, racial, religieux ou ethnique est un ennemi ou un allié précieux, illustre parfaitement les questions qui persistent indéfiniment et restent des enjeux historiques aussi controversés qu'ils l'étaient en leur temps. La tendance à réduire l'ambiguïté à la certitude, les individus complexes à des égaux aux idéologies figées, et la propension de l'observateur à l'essence même de la rationalité imprègne le discours quotidien et la pratique des sciences sociales. Murray Edelman. Là, ce que dit Murray en substance, c'est qu'un sujet est ou devient politique parce que son sens est indéfiniment débattu et que chacun a tendance à croire que sa façon de percevoir le monde est simplement rationnelle, alors qu'elle dépend en réalité d'un point de vue. La rationalité est située. Du coup, ce que je viens de dire, je l'avais expliqué très rapidement en commentaire, que Pfizer était un symbole, d'où la focalisation, et là, les vaxeuses me répondent que les complotistes imaginent un Big Pharma comme une seule et énorme entité avec de multiples têtes qui seraient des succursales d'une entreprise. Alors, deux choses. D'abord, le terme les complotistes, comme on l'a vu tout à l'heure, a une fonction discursive, parce qu'il existe tout un spectre du complotisme, tout un spectre de la défiance vaccinale et plusieurs typologies, ça c'est ce qu'on vient de voir. Les vaxeuses font donc une simplification des courants complotistes anti-vax et de leur discours. Mais là où ça devient paradoxal, c'est que faire des simplifications, c'est exactement ce qu'elles reprochent aux anti-vax. Et ça, c'est un double standard, parce que créer des catégories discursives, c'est une convention, en fait, tout le monde fait ça, voilà, c'est pour simplifier les échanges. Mais cette simplification n'est critiquée que d'un côté, quand elle s'oppose au discours dominant. Pourquoi ? Parce que les discours dominants apparaissent spontanément comme étant plus objectifs et plus légitimes. Deuxième remarque, je trouve la formulation des vaxeuses assez peu pertinente parce que une entité monolithique à plusieurs têtes, c'est pas si monolithique que ça ressemble même plus à une analyse de système. Et donc, dans la typologie du complotisme, on serait où ? Tu as 3 secondes. 1, 2, 3. Si tu as répondu complot systémique, je t'offre ce magnifique diplôme du susboule en chef. Voilà, félicitations. Or, il y a bien des systèmes qui organisent les différents acteurs et leurs interactions. Et c'est là que ça devient intéressant parce que même si cette représentation de Big Pharma est inexacte dans sa forme et son fonctionnement, elle pointe quelque chose de réel, et on y reviendra plus tard. Mais en traitant cette intuition comme une erreur logique, on passe à côté de ce qu'elle dit. On ne répond pas au problème, on disqualifie la manière dont il est formulé. Le débat il est pas tant ici dans le fait que Pfizer soit ou pas le plus grand distributeur de vaccins à l'échelle mondiale, il est dans le sens du discours. Il est dans le décalage vécu entre la réalité perçue et ce qu'on me dit que la réalité est. Une pandémie grave, ça touche surtout que les vieux. Un virus mortel, je l'ai eu et tout va bien. Y a plus de masque, mais en fait ça sert à rien, mais en fait si, mais en fait c'est obligatoire. Il me faut une attestation pour sortir dehors, par contre je suis obligé d'aller bosser, d'aller empiler des palettes à 6h du matin pour mon patron. Est-ce que tu te fous pas un peu de ma gueule ? En plus, à la télé, ils se contredisent constamment, on me parle d'un danger omniprésent, mais moi je ne le vis pas dans mon quotidien, et en plus dans mon groupe WhatsApp, personne ne le vit non plus, donc comment on fait ? Ces réalités ne coïncident pas, comment je donne du sens à ces contradictions ? Et attention, ça veut pas dire que le virus ne circule pas, ou que le virus n'est pas dangereux. Ça veut dire que la manière dont on m'impose un récit n'a pas d'écho dans ma réalité, et produit du doute sur la validité même de cette information. Comprendre pourquoi un discours fait sens pour certains ne veut pas dire que ce discours est vrai ou qu'il n'est pas dangereux. Ça veut dire comprendre les conditions dans lesquelles il devient crédible. On répond mieux à un discours quand on comprend les réponses qu'il est censé apporter. Le fact-checking ou les preuves scientifiques perdent leur valeur car les conditions sociales et symboliques pour reconnaître ces preuves ne sont plus partagées. En gros, il n'y a plus de base commune pour reconnaître la légitimité de telle ou telle information, parce que la confiance envers ceux qui produisent cette information n'est plus partagée par tout le monde. Cette étude est financée par les lobbies, ce média est un média de gros gauchistes. Ça marche aussi avec l'extrême droite, je me méfie de toutes les informations, mais alors une information qui vient de l'extrême droite, Dans ce contexte, ce qui peut constituer une preuve pour les uns ne constitue pas forcément une preuve pour les autres. Parce qu'on ne voit pas tous la même chose et qu'on interprète différemment ce que l'on voit. Les preuves scientifiques existent, mais la validité accordée dépend du cadre social et symbolique dans lequel elles s'inscrivent. Et c'est pour ça que même les antivax se tournent vers des figures d'autorité scientifique ou balancent des études pour prouver ce qu'ils disent. Ce n'est pas un rejet des sciences ou de la méthode scientifique, c'est un rejet de l'autorité qui cadre le discours scientifique. D'ailleurs, j'ai déjà vu des mascus ou même Thijs Descuffon expliquer la baisse de testostérone des hommes avec des études en bioéconomie. Donc voilà, ce dont je parle, ça dépasse largement le simple cadre du complotisme. Les faits ne se présentent jamais directement, on ne peut pas s'en saisir sans les interpréter. Et pour les interpréter, il faut un cadre commun, une grille de lecture. Une manière d'organiser et de donner du sens à ce que je vois. Entre deux grilles de lecture radicalement opposées, on n'est pas simplement en désaccord, on ne voit pas la même chose. C'est une perte de sens commun. On se comprend moins, même quand on parle du même sujet. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien.
Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut pas se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Hannah Arendt. On va illustrer ça avec une vidéo récente que vous avez sûrement vue. J'ai joué, on va vous enculer, vous allez voir. Je m'en fous, vous êtes tous fiers, tous. À toi, à toi. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Ici, on voit deux policiers tirer une grenade lacrymogène sous une personne plaquée au sol après une interpellation. Ça, c'est le sujet, les faits. Comment il est montré, par qui, dans quel contexte social, avec quels mots, dans quel flux d'informations et d'où je le regarde, ça, c'est le cadrage. Par exemple, j'ai un bon rapport à l'autorité, une bonne représentation de la police et une mauvaise représentation des quartiers populaires. Mon espace d'information est saturé de discours qui me disent que les violences policières n'existent pas ou qu'elles sont méritées. Et ça correspond à mon expérience vécue. Moi, j'ai rien fait et je me fais pas emmerder par les flics, donc bon. Donc ma grille de lecture va organiser les faits que je viens de voir pour leur donner un sens. Ici, ce que j'ai vu, c'est un délinquant qui mérite de se faire interpeller par des agents qui maintiennent l'ordre. Et ce qui est fou, c'est que même après avoir vu le témoignage de cette personne, même après avoir constaté qu'il n'était pas en infraction, même après avoir constaté qu'il a été relâché, même après son témoignage direct et d'autres angles de caméra, le récit reste inchangé. Ce que j'ai vu avec mes yeux et avec mon cadre prime sur les récits a posteriori. A l'inverse, si je connais la fonction historique et le rôle de la police dans nos démocraties, les concepts de ségrégation urbaine, les chiffres, les enquêtes, les témoignages, et que j'ai éventuellement été moi-même confronté à des violences policières ou que j'ai vu de mes yeux des violences policières répétées, je vais pas voir la même chose, je vais plutôt y voir du racisme systémique et ou une énième violence arbitraire légitimée par l'État. Et je peux aussi être à peu près entre les deux. Ok, c'est un petit peu abusé, mais contexte s'il vous plaît. Notez que le contexte n'est pas demandé dans tous les cas de figure. Puis c'est dur d'être policier, et puis le gars il a sûrement fait quelque chose, de toute façon on sait qu'en plus il parle un petit peu mal aux flics. Après peut-être que c'est une bavure, on sait pas, moi je vais pas prendre position. Ça veut pas dire que la police elle est violente, ça veut dire que ce policier a été violent. Et cette analyse, elle est pas meilleure, elle est pas plus neutre, c'est un choix épistémique. Une manière d'organiser le réel dans lequel on va équitablement distribuer les responsabilités, on va nuancer les autres positions, on va prendre du recul, on va survoler, et en le survolant, on va priver l'événement de son sens social. C'est politique, c'est neutralisant. Celui qui ne possède pas les catégories de pensée appropriées ne peut pas voir ce qui est pourtant sous ses yeux. Pierre Bourdieu, La distinction. Dans les sociétés capitalistes avancées, on observe une fragilisation de la légitimité politique qui touche tous les champs qui produisent la doxa. Je rappelle, la doxa, c'est l'ensemble des discours dominants produits par les institutions, le champ médiatique, etc. Et cette fragilisation se traduit par une diminution de la confiance dans le cadre du débat démocratique et dans la légitimité du savoir lui-même. Et cette tendance, elle n'existe pas qu'en France, elle existe dans toutes nos démocraties libérales occidentales. Elle s'explique d'abord par ce décalage croissant entre la réalité concrète vécue par une partie de la population et les discours hégémoniques, ça c'est ce qu'on a vu. S'ils arrêtent avec leur hôtel, ils vont à l'hôtel gratuitement avec notre argent, de s'engraisser sur notre dos, avec leur repas d'affaires à je sais pas combien de millions, leur voiture là, de fonction là, que c'est nous qu'on paye, leurs agents de sécurité qui n'en ont pas besoin autant. Et en plus de ça, la dernière fois il y a eu 300 € d'augmentation, les autres côtés sont fait je sais pas combien d'augmentation, et après on nous dit à nous, il faut faire encore plus de restrictions. Mais aussi par une remise en cause de l'indépendance des institutions, notamment due à la visibilité croissante des liens entre intérêt économique et pouvoir politique. C'est un rapport explosif que présentent les sénateurs de la commission d'enquête sur les eaux en bouteille du groupe Nestlé Waters, propriétaire de Perrier, Contrex, Vittel ou encore Épar. Après 6 mois d'audition, les parlementaires sont arrivés à la conclusion suivante. Les services de l'État étaient au courant depuis 2022 des dérives du groupe Nestlé et les ont dissimulées. Depuis plusieurs années, s'est ajoutée une transformation profonde des conditions de production et de diffusion de l'information. Avec les plateformes numériques, la multiplication des médias et les logiques de filtrage, l'espace informationnel devient saturé et fragmenté. Il ne produit plus un cadre commun stable, mais une pluralité de récits mis en concurrence.
Dans ce contexte, des formes de réalité partagée mais localisées émergent, des contre-récits qui cherchent à redonner de la cohérence entre son espace d'information et sa propre expérience subjective. Comme pour le complotisme, tous ces récits sont des luttes politiques pour définir le réel. Différents groupes, différents acteurs vont chercher à imposer leur cadre d'interprétation qui est plus ou moins valide selon qu'il produit ou pas de la connaissance. Ici, j'impose mon cadre d'interprétation qui est une grille d'analyse marxiste, mais d'autres agents idéologiques pourront produire des discours complotisme, libéraux, d'extrême droite, etc. Et ces discours vont structurer des alliances sociales et politiques, des groupes d'individus qui cherchent à produire du sens commun et qui parfois vont produire du tribalisme. Des camps qui s'antagonisent et filtrent l'information selon ce que leur propre camp pense être vrai. Les récits complotistes cherchent à identifier des schémas, des systèmes ou des acteurs et à les organiser pour percevoir un ensemble cohérent, compréhensible, même s'ils échouent à capturer les dynamiques réelles. Des dynamiques complexes puisqu'elles combinent des acteurs conscients qui poursuivent leurs intérêts au sein de ces systèmes et des mécanismes structurels qui opèrent indépendamment de toute intention puisqu'elles résultent de l'organisation sociale et économique. Typiquement, Big Pharma est la représentation symbolique d'un système qui combine à la fois des acteurs conscients, par exemple des actionnaires, des dirigeants, des lobbyistes, etc., et des logiques guidées par l'architecture du système économique qui peut donner l'illusion d'une coordination malveillante, alors que ce sont les règles du marché qui contraignent ou favorisent les abus. Le système est bel et bien corrompu, mais si l'on n'a pas une compréhension solide de la vocation du capitalisme à trouver de nouvelles sources de profit, à capter et à extraire, bien des gens s'imagineront qu'une cabale d'individus résolument malfaisants tire les ficelles. Naomi Klein, Doppelganger. Et au sein de ces systèmes, il existe des rapports de force. Des chercheurs, des laborantins, des universitaires, des cadres privés, des équipes marketing, des dirigeants, des actionnaires, qui n'ont pas tous les mêmes objectifs, ce qui produit des contradictions internes. Et si on n'a pas une conscience aiguë de ces contradictions, elles deviennent invisibles ou sont perçues comme de simples incohérences. On peut alors mobiliser des exemples ponctuels pour contredire des tendances de fond. En gros, on fait des simplifications des dynamiques qu'on observe, et on peut utiliser des contre-exemples pour invalider les tendances que les autres identifient. Même s'il n'y a aucune symétrie au niveau de ces tendances, tout simplement parce que je ne suis pas au courant de l'existence de tous les faits, surtout quand ces faits sortent de mon cadre d'analyse. Les récits d'extrême droite fonctionnent de manière similaire. Ils expliquent des systèmes complexes et leur discours fait sens dans le cadre d'analyse qu'ils imposent. Par exemple, le racisme n'est pas une croyance arbitraire, il est organisé économiquement et socialement et est mobilisable comme explication à la pénurie ou à la destruction du tissu social. Il permet de construire un récit dans lequel certains groupes seraient responsables de la crise et de la perte d'identité collective. Il sert aussi à justifier un ordre inégalitaire parce que même si ma propre position est inconfortable, il y a d'autres personnes qui sont plus dominées que moi. Il sert de justification aux inégalités lorsque ces inégalités deviennent trop visibles et doivent alors être rationalisées afin de préserver son cadre de lecture. Les théories du complot sur les vaccins, sur les juifs, sur le grand remplacement, sur la Terre plate ne sont pas de simples erreurs de raisonnement logique ou de biais cognitifs. Comme toute croyance, elles répondent au même besoin fondamental, donner du sens à ce que l'on voit. Plus cette croyance donne du sens à mes représentations, plus elle devient solide et difficile à changer. Si les théories de la Terre plate sont moins répandues et prises au sérieux que les théories sur les vaccins ou le grand remplacement, c'est parce qu'elles n'ont pas la même résonance. Croire que la Terre est plate ou ronde ne répond pas à un besoin fondamental pour décrypter le monde pour la plupart des gens. Cette théorie ne remplit aucun besoin de cohérence par rapport à ce que nous vivons. On considère qu'elle est ronde parce qu'on l'a appris à l'école et parce qu'elle est massivement représentée comme telle. Je la vois ronde, tout le monde dit qu'elle est ronde, les autres planètes sont rondes, ça correspond avec ce que je sais de la physique. Bon bah frère, elle est ronde, voilà, je n'ai aucune raison de penser qu'elle est plate. Sauf si ma confiance envers la doxa est si faible que même les choses les plus fondamentales sont remises en question. A l'inverse, les récits sur les vaccins, ça parle à notre vécu. Ça parle de notre santé, ça parle d'entreprises qui brassent des milliards, de scandales de corruption, ça parle du pouvoir de l'État, ça parle à nos peurs. Et c'est vicieux parce que plus ces récits circulent, plus ils se répètent, plus ils sont visibles dans notre champ épistémique, plus ils s'imposent comme cadre d'interprétation légitime. Ces récits ont un effet performatif. En donnant une description du monde, ils l'influencent. Les théories anti-vax diminuent le recours à la vaccination, les théories racistes comme le grand remplacement renforcent le racisme. Le debunk frontal échoue parce qu'il répond à une question que personne n'a posée. Il invalide un raisonnement sans produire de cadre d'interprétation plus juste pour analyser le réel et sans chercher à transformer les conditions matérielles qui ont permis à ces récits de s'imposer. Alors je sais, c'est peut-être pas la vidéo que tu attendais, parce que on n'a rien débunké, on n'a pas fait appel à des turbo-méta-analyses, et on n'a pas utilisé de mots comme biais d'autorité ou biais de confirmation. C'était déjà assez dense comme ça, j'ai essayé de pas être trop théorique en définissant pas mal de termes et en donnant quelques exemples pour que mon discours soit plus entendable. As-tu entendu mon discours ? Mon discours doit être entendu. Partage cette vidéo.
Si j'ai bien fait mon travail, tu devrais avoir compris pourquoi les débunkages et les batailles d'études ont en réalité un effet assez peu utile, assez limité pour faire changer quelqu'un d'avis, et d'ailleurs la littérature est assez claire là-dessus. Ça ne veut pas dire que le débunkage ne sert à rien, ça veut dire qu'il ne touche pas les mêmes publics, parce qu'on ne se dispute pas seulement des faits, mais ce qui permet de les reconnaître comme tels, et la manière dont on les organise pour définir le monde. Tant qu'il n'y a pas de lecture commune, accumuler des données, ça suffit pas. On va revenir sur les vaccins 30 secondes parce que j'ai bien vu justement dans le questionnaire Instagram que j'avais fait que très peu d'entre vous étaient en réalité contre les vaccins. Mais il y en a pas mal qui, encore aujourd'hui, sont toujours assez réticents envers ceux pour le Covid, ce qui illustre plutôt bien ce que j'essaie d'expliquer. Et justement, même si je vous dis que les études sont claires, et putain, j'en ai lu des études sur les vaccins, si je vous dis que la vaccination a réellement fonctionné, y compris contre la transmission à certains moments, même si les études sur la transmission ont été un peu plus tardives, si je vous dis que l'efficacité a pu varier selon les variants, selon les périodes ou les groupes, les vieux, les jeunes, qu'elle était globalement très sûre, surtout pour les groupes principalement testés, c'est-à-dire les hommes, un petit peu moins pour les femmes parfois, et ça a été un peu moins pris au sérieux parce que figurez-vous qu'il y a des biais sexistes et systémiques dans la médecine. Si je vous dis que la dangerosité du virus était moins individuelle que collective, c'est-à-dire que individuellement le risque était peu élevé pour certains groupes, mais collectivement, ça fait des millions de morts directes et indirectes. Si j'ajoute à ça que la vaccination de masse n'était pas uniquement sanitaire, pas uniquement pour votre bien-être, mais aussi pour permettre à les entreprises de s'enrichir et à l'économie de pays de tourner, parce que faut acheter des brevets, faut faire plaisir aux actionnaires, faut écouler la production, et puis les travailleurs, faut que ça travaille, voilà, faut que ça travaille, donc hop, on se vaccine, on tombe pas malade et on va bosser. En plus de ça, cette épidémie, ça fout l'hôpital en l'air, en même temps, ça fait des années qu'on réduit les budgets, et puis le personnel, il est en crise. Bref, même si je vous dis tout ça, si vous n'êtes pas d'accord de base avec moi sur la dangerosité du vaccin parce que vous n'avez pas confiance dans la façon dont il a été développé ou que vous avez été exposé à des discours alarmistes et contradictoires sur les effets secondaires, ou que vous estimez que le virus n'était pas si dangereux que ça, et bien en fait, vous ne serez pas plus d'accord avec moi si je passe la soirée à vous lire des études en peer review pour essayer de vous prouver que j'ai raison. Et c'est pareil avec les chiffres en ce qui concerne les autres théories du complot comme le grand remplacement, c'est pas parce que je prends des chiffres comme l'INSEE pour montrer qu'il n'y a pas de submersion migratoire, c'est pas parce que je vous explique pourquoi c'est une théorie purement raciste qui n'a aucun sens, ne serait-ce que dans la manière dont se forment les populations. En fait, ceux qui sont pas d'accord avec moi, ils vont juste me répondre en toute bonne foi que ils sont pas racistes, simplement. Il y a trop de noirs et d'arabes, et puis ça coûte des sous, et puis priorité aux Français. Parce que c'est la crise. Et qu'en plus, les OQTF, ils tuent des gens. Je l'ai vu sur CNews. Bref, ce qui fait changer un avis, c'est pas des faits balancés comme ça et décontextualisés. Ce qui fait changer un avis, c'est comment un discours, le mien ou un autre, organise les faits que vous voyez pour leur donner du sens.